utilises le même ordre d'intervention, mais tu vas essayer au point 4 ou au point 5 de dire quelque chose de différent. Okay. Parce que il peut y avoir des... C'est un peu comme des inversions psychologiques en EFT. Il peut y avoir plusieurs croyances qui se bloquent l'une l'autre, qui se superposent l'une l'autre. Donc on ne va pas chercher un autre problème spécifique. Non. Sur le même problème spécifique. Oui. Mais tu peux dans le recadrage dire quelque chose d'un petit peu différent pour voir si ça aide. Un peu plus de champ à voilà. ou... Oui, ou à la partie qui est montée. Donc par exemple, je ne sais pas, c'était la colère aux premières fois qui montait. Tu dis, ben voilà, mais même si je me sens en colère, je m'accepte. Et c'est vraiment naturel que je sois en colère, quoi. Hein, il a abusé de moi, quoi. Il m'a trompé. Mais d'un autre côté, ici et maintenant, ben, j'ai appris de cette expérience et je sais que je peux faire attention. Et je m'ouvre juste à la possibilité que je puisse digérer les choses différemment. Première intervention. Puis la personne te dit, oui, ça commence à monter, ça continue quand même à monter, mais c'est plus vraiment de la colère, c'est plutôt de l'angoisse. Ah, ok. L'angoisse, c'est souvent lié à la survie. Je dis, ok, ben donc, même si j'ai cette angoisse qui monte, je m'accepte. Et c'est vraiment logique que j'ai cette angoisse qui monte parce que c'était dangereux pour moi. J'ai failli me retrouver sous les ponts. Mais en vérité, ici et maintenant, je ne suis pas sous les ponts. J'ai une maison, j'ai retrouvé un boulot. Donc un élément vrai. Et je m'ouvre juste à la possibilité simplement que je n'ai plus besoin de cette angoisse pour faire attention. Et je m'ouvre simplement à la possibilité que je n'ai plus nécessairement besoin de cette angoisse pour faire attention ou pour être en sécurité. Donc, je n'ai pas dit ce que je devais faire, je dis j'ai peut-être plus nécessairement besoin de cette angoisse. Et souvent, poup, le bouchon saute. Et ça commence à baisser, on laisse faire. Ou c'est stable, je change de point. Et quand je change de point, je dis simplement à la personne, ok, donc reprends ce qui est là, les sensations, les émotions, stimule, et observe si tu sens que ça continue à se calmer. J'évite souvent de redire tout. Et donc, quand tu repenses avec ça, la boule dans ta gorge, parce que souvent, vous avez tendance à faire ça, vous répétez à nouveau tout ce qui avait été mis dans la marmite, je ne le fais pas. Je dis, ok, reprends tout ce qui reste, les sensations, les émotions, l'image, hop, stimule et observe. Ou quelquefois, je dis juste ça, ok, reprends ce qui est là, ce qui est encore là, stimule et observe si tu sens que ça s'apaise, ça ne bouge pas ou ça monte. Moins je parle, mieux c'est. D'accord ? Parler, c'est prendre le risque aussi d'avoir des résistances de l'autre côté. Pourquoi est-ce qu'il fait encore répéter tout ça ? Mais parler, dessus, voilà, parler, ça risque de sortir la personne de ce qu'il vit et de le ramener dans le mental. Alors, c'est vrai que c'est plus particulièrement vrai avec les gens qui sont naturellement dans le mental parce qu'ils doivent contrôler, ils sont insécures, ou parce que justement, il y a des traumas complexes derrière tout ça. Mais donc, c'est toujours la même structure. 1, 2, 3, 4, 5. Toujours la même. Et par rapport à la parole du patient, est-ce qu'il est obligé toujours de verbaliser quand tu dis regarde ce que tu ressens, quelle émotion, est-ce qu'il doit te le dire À quel moment ? Donc, quand c'est stable ou quand ça monte ? Quand c'est stable. Mais quand c'est stable, tu dis rien, tu changes de point et tu dis ok, prends le point suivant, observe ce qui se passe. Est-ce que tu sens que ça continue à se calmer ? Ça ne bouge pas ou ça monte ? Il doit aller très peu aussi, c'est ça ? Il n'est pas Oui. obligé de dire... Non, surtout pas. C'est justement ça, parce que s'il parle, à nouveau, ça peut être un mécanisme de défense. Escape, je m'enfuis. Je veux garder le contrôle, c'est trop lourd. Donc j'essaie d'éviter. Et si la personne commence à m'expliquer tout ce qu'il ressent, je dis, je n'ai pas besoin de ça. Reste juste centré sur les sensations. Tant que ça te baisse, tu laisses faire. Et quand tu sens que c'est stable, simplement tu me le dis. Ça, je la ramène dans le corps, les sensations, et on laisse faire. Ok ? C'est vraiment... RIMAP est simple, mais vachement efficace. Donc, et du coup, j'avais pensé à autre chose qui m'échappe maintenant. Oui, voilà. Donc, si quelqu'un, par exemple, quand il lâche le point, vous le faites changer et il veut vous expliquer ce qui est venu, j'en ai pas besoin. Alors, évidemment, il ne faut pas le vexer. La présence et l'écoute, c'est important. Donc, souvent, ce que je vais dire, je dis, écoute, ok, je dis, tu déposes tout ça dans cette marmite, même si c'est en RIMAP. Je dis, on pourra voir ça après. On va juste te laisser dans les sensations. Donc, reprends les sensations qui sont là. Donc, toi, j'ai fait, hop, sensation. J'ai entendu qu'il avait besoin de parler. Je dis, on va le faire, mais plus tard. Hop, reprends les sensations et on continue. Parce qu'à nouveau, ça évite l'activation de mécanismes de défense qui m'enquiquinerait beaucoup plus. Donc, je récupère. D'accord ? C'est comme essayer de garder un enfant concentré sur un truc. Voilà, mais c'est à peu près ça. Je te promets que tu pourras... Voilà, on va s'occuper de toi. Comme en IFS. Vous avez déjà vu IFS ? Ok, donc un peu
On va s'occuper de toi, mais tu te mets à l'écart quand même. Et tu le fais D'accord. après. Ah, évidemment. Oui, mais après, en général, quand tu n'as plus besoin, parce que la personne est à 0, tu lui demandes, ok, maintenant repense à ça, c'est fini. Hein, tu vérifies, comme dans n'importe quelle autre séance, tu vérifies que tous les aspects aient bien été traités, passé, présent, futur, normalement. D'accord? Est-ce qu'il y a encore des questions? C'est clair, Martine? Non, la structure, la démo sera plus simple hein, que le résumé. Oui, ça va. Dans le cas là où tu avais plusieurs émotions qui apparaissent, Oui. est-ce que c'est automatiquement que toutes les émotions vont vraiment être calmées, ou est-ce que tu vérifies quand même? Ah, tu vérifies de toute façon. Ouais. Tu vas toujours vérifier. Parce que tu peux avoir une émotion qui apparaît, mais souvenez-vous, ça pouvait être lié sur les... Donc, ce qui se passe, souvenez-vous, vous pouvez avoir une deuxième racine qui apparaît. Donc un événement 1, puis vous pouvez avoir un événement 2. Et donc le souci, c'est que si vous commencez à rebondir sur chaque émotion, quelquefois vous pouvez shifter d'événement, vous êtes plus sur le premier événement que vous traitiez, vous passez sur un deuxième événement, un second événement, et à la fin, vous êtes à 0, mais vous n'avez pas traité ce que vous pensiez au départ. Piège classique dans lequel souvent vous tombez en EFT. Quand je dis vous, c'est pas vous, hein, c'est vous, généralement. Et donc, c'est à éviter. Donc, c'est pour ça que moi, je reste toujours sur ma racine principale. Et si d'autres éléments sont apparus, à la fin, je vais vérifier pour voir si c'était une sous-racine de mon problème premier ou si c'était un autre événement qui a des points communs et qui sera à traiter la fois d'après. Donc, je vérifie toujours. Mais mon événement 1 peut être à 0, alors qu'un événement 2 qui est apparu reste encore un petit peu actif, parce que ce n'est pas tout à fait le même. Hein, il y avait d'autres choses derrière. Ben, ma séance est finie. Hein, la fois d'après, je vais faire quoi? D'abord vérifier l'événement 1, bravo, et puis après, je vais demander à la personne de penser à l'événement deuxième. Et j'ai été maintenant, quand tu y repenses, il y a encore un saut qui est là? Si c'est oui, je cible et je recommence. Je reprends le travail. Et donc la vérification se fait tout à la fin Oui. de ce travail. Si vous voulez vérifier pendant, à quoi ça sert? Imagine, c'est un peu comme si tu te disais, tiens, j'ai un iceberg, hein, et mon saut de baisse, donc je vais chaque fois vérifier. Si tu vérifies, qu'est-ce que tu fais? Ouvrir les autres problèmes. Alors, ouais. c'est une perte de temps parce que tu vas commencer à parler pour vérifier. Du coup, tu fais quoi? Tu remets dans le mental. Du coup, tu fais quoi? Tu te mets des bâtons dans les roues. Ça ne sert à rien. Tant que tu perçois qu'il y a des émotions, des sensations, bah, tu sais que ce n'est pas fini. Tu continues, tu continues, tu continues, tu continues. Mais quand il n'y a plus de sensations, la personne dit j'ai plus de sensations, donc normalement il n'y a plus d'émotions, tu vérifies, bah, tu reprends les émotions et tu vérifies. Okay, plus de colère, plus de peur, plus de tristesse, etc. Hein, les sensations dans ton corps, c'est fini. Tu repenses à la scène, tu vois vraiment l'image la pire. Tiens, l'autre événement qui était apparu là pendant qu'on travaillait, celui-là, quand tu y repenses, c'est OK aussi. Tu vérifies. Moi, je pensais par rapport au point, parce que pour des différentes émotions, je choisirais des différents points, parfois. OK. Alors. Pas forcément, parce que normalement, on suit évidemment les points comme ils apparaissent. Non, tu as raison. Donc, on vous apprend à utiliser les points. On vous a dit, apprenez 4, 8, 12, 16 points dans l'ordre. Moi-même, je ne les connais même plus dans l'ordre, parce que je ne les suis jamais. Les 4 premiers, je les suis. Et puis moi, effectivement, je vais suivre les émotions le plus possible. J'observe une émotion ou une sensation, je ne sais pas, une sensation au ventre, ben, je vais aller stimuler l'estomac. Parce que les organes sont reliés dans les deux sens. Hein. Ce n'est pas univoque. Ça fonctionne dans les deux sens. Donc l'organe réagit, ben, je peux aller stimuler le méridien de l'organe. Si c'est une émotion qui apparaît, la peur, ben, c'est à nouveau l'estomac, je vais aller stimuler l'estomac. Et ça, je ne vous demande pas à l'examen. D'accord? Si vous le faites, tant mieux, vous aurez des points de plus. En gros, vous aurez mieux réussi. Mais bon, c'est quand même réussi, vous repassez. Donc, mais ça, pour votre pratique à vous, c'est important. Et je ne vous demande pas de connaître ça par cœur maintenant. D'ailleurs, Michel viendra normalement. Vous avez eu ça? Vous avez déjà eu le nouveau document? Parce que je ne sais pas s'il est déjà fait. Michel a fait un document dans l'autre sens,
où il a repris aussi les émotions, et donc avec les émotions, tous les points stimulés par émotion. S'il n'est pas dans les annexes, ben, vous le recevrez, parce qu'on l'a fait la semaine passée lors du cours, donc il fallait encore intégrer l'ancien. Non, donc ça c'est... là tu pars des points, mais là il a fait l'inverse. Et ça ici, non, c'est pas ça quand tout pour la peur. Non. Ça c'est des tableaux que Steve a fait, mais ils sont moins complets que ce que Michel a préparé. Mais il vous les montrera demain. Parce que c'est bien fait. Oui. De la même manière, par rapport à les vérifier que c'est contre-productif, parce qu'on prend un risque énorme de faire partir dans le mental, corrige-moi si je me trompe, mais j'ai le sentiment que le SOD, c'est un peu le même risque, et qu'on le prend au début pour que la personne ait une idée un peu de son trouble, mais qu'après ça ne sert plus à rien du tout d'aller lui regarder, tant qu'on sait si ça monte ou que ça descend, ou alors au début et tout à la fin pour s'assurer. Alors, dans ma pratique, je ne prends jamais le SOD. Mais vous, on vous demande de le faire. Pourquoi? Mais parce que souvent, vous n'êtes pas encore nécessairement capable de voir si la personne est dissociée ou associée. Et donc, si vous ne prenez pas le SOD, vous allez ramer encore plus. Donc, on vous demande de prendre le SOD parce que ça oblige de vérifier aussi s'il se passe quelque chose. Parce que si vous faites 10 rondes en EFT où le SOD ne bouge absolument pas, et que vous n'avez pas pris le SOD, vous ne savez pas le voir, la personne dit non, ça ne bouge pas, ça reste, oui, non, je ne sens pas grand-chose, oui, enfin, ça n'a pas beaucoup changé. Enfin, en gros, il est en train de vous raconter des trucs, mais vous ne savez pas mesurer. Et donc, vous vous piégez à nouveau tout seul. Donc, il vaut mieux demander au début, prendre le SOD au début et à la fin, éventuellement même après X rondes en EFT. En RIMAP, moi, je le demande au début, mais encore, c'est surtout pour vous, parce que perso, je n'ai pas besoin. Et à la fin, parce que ça doit être à 0, idéalement. Et si j'observe que la personne me dit qu'il est à 10, mais que je vois qu'il est hyper calme, je dis, bon, là, il y a un blême. Donc je dis, tiens, ben, tu sais, 10, c'est Armageddon, hein, c'est la fin du monde. Hein. Tu n'as pas l'air vraiment d'être en péril, là, pour le moment. Mais si, je suis en péril, je suis vraiment en péril. Ok. Je ne te vois pas en train d'hurler, arracher les cheveux, faire des bonds. Donc il faut, parce que ça vous permet aussi de mesurer ce que la personne vit dans son mental ou en réalité. Hein, donc, est-ce qu'il a vraiment une entrée émotionnelle? Donc, je vous conseille de l'utiliser, mais c'est vrai que vous allez vous en détacher à un moment ou à un autre. Oui. Je me rappelle d'une séquence avec Steve, mais que je n'arrive pas à recoller dans ce que tu expliques. Et à un moment où il demandait si la personne de partir de la sensation pour voir ce que ça évoquait comme croyance. Voilà. Mais alors, donc moi, c'est quelque chose que j'utilise très peu. Donc, par exemple, si vraiment dans le ciblage, ou si vous observez qu'il y a des choses qui montent et que vous ne savez pas débloquer les situations, quelquefois, Steve peut dire plusieurs fois, ok, donc repense un peu à ce problème ou à cette sensation, et qu'est-ce qu'elle te dit? Qu'est-ce que ça pourrait dire? Et quoi encore? Et quoi encore? Alors vous pouvez le faire comme ça 5, 6, 10 fois, et effectivement, l'inconscient, à un moment, va lâcher des infos. Mais si vous faites bien votre ciblage, si vous avez bien travaillé au départ, vous n'avez pas besoin de ça. C'est vrai que lui ne faisait pas de ciblage. Non, il ne faisait pas de float. Voilà. Et donc, mais si vous faites ciblage, floatback, vous n'avez pas besoin de ça. Donc lui, il utilisait quand le SOD montait, il n'arrivait pas à... Voilà, qu'il n'arrive pas à faire des recadrages. Mais au niveau des recadrages, bon, je mets aussi un bémol. Hein, lorsqu'on a fait la journée de supervision, on a fait notamment une démonstration sur Gaetana. C'était pas simple. Donc comment je suis intervenu? Donc j'ai remplacé Steve. Pourquoi? Parce qu'évidemment, sa langue, c'est pas le français. Donc il faisait des recadrages classiques. Les recadrages classiques en 3 points, ça ne pouvait pas passer sur le sujet qu'on traitait. Donc on a fait celui en 5 points. On l'a utilisé 3 fois. Et ça a complètement changé quelque chose. Il y a quelque chose qui a bougé chez Gaetana. Alors il y avait l'avantage de la langue, évidemment. Je parle en français, c'est pour une francophone. Parce que comme le mental prenait très vite, essayer de contrecarrer tous les recadrages qui étaient amenés, le fait qu'il réfléchissait, qu'il traduisait, etc. en anglais, c'était impossible. Quoi. Il était sur la pente savonneuse, il ne pouvait que se casser la figure, c'était impossible. Donc j'ai demandé si je pouvais intervenir, et donc il m'a cédé la main, et pendant 5 minutes, 10 minutes, j'ai juste fait du recadrage, mais beaucoup plus rapide, truc très précis, et à un moment, c'était très drôle, parce qu'à un moment,
il y a une partie qui a monté chez Gaetana, qui a fait une petite voix qui parlait comme toute seule, qui était oui, voilà, il m'énerve parce qu'évidemment il m'a coincé. Donc dans la logique a été démontée. Donc on avait mis que c'était complètement antithétique ce qu'elle racontait. Ça tenait pas la route, quoi. Et donc la partie s'est fait coincer, et du coup elle commençait à marmonner, donc, tu sais, mais une pensée comme ça pendant 3 secondes, et puis toutes les autres parties se soulageaient. Ça fait... Le son baissait. Et donc c'est très rigolo parce que c'est vraiment très illustratif de ce qui se passe à l'intérieur au niveau du psychique. Il y a des parts qui peuvent être complètement remontées, mais si on passe la bonne combinaison, même si elle est complètement remontée, tout le système se détend. Et donc c'est ce qu'on a eu. C'est pour ça que j'insiste beaucoup là-dessus. Je suis certain que ça va vous aider. Ça se formule difficilement parce que c'est une intuition, mais est-ce que c'est, dans le cas de l'exemple de Gaetana que tu expliques, est-ce qu'on pourrait envisager de voir ça sous l'angle de, une fois qu'une part se retrouve avec la responsabilité de son problème, mais que ce n'est pas tout le système qui partage cette responsabilité du problème, le système peut s'abaisser. Non, parce que c'est justement pas ça qui se passe. Souvent, soit le système va reporter la faute sur la part qui ne veut pas. Et d'ailleurs, souvent, c'est ce qui se passe. C'est, oui, j'en ai marre de cette partie géniarde ou qui plaint, ou j'en ai marre de cette partie toujours en colère. Souvent, il y a des trucs. Ici, c'est simplement parce que, comme tu démontres, en tout cas, tu ouvres la possibilité que les choses se passent différemment, et tu as démontré qu'effectivement, il y avait une faille dans la logique, ben, la part elle-même est déstabilisée, et donc, tout le système s'effondre. Tu as ouvert une porte, et tout tombe, quoi. Elle ne tient plus le truc. Elle ne saurait pas. Ça tombe. Alors, ça ne veut pas dire que c'est fini. Hein. Ici, par exemple, dans ce boulot-là, ben, ça a ouvert la porte, ça a pu baisser, diminuer le set. Après, évidemment, il y a un travail de fond à faire. Mais ça, vous verrez que les traumas complexes, ben, il faut aller renforcer les parties positives, les qualités, etc. Si je te fais juste une intervention comme ça, ben, j'ai un effet de manche, c'est super, hein, j'ai obtenu ce que je voulais, mais si je ne l'entretiens pas, je ne le construis pas, c'est un coup d'épée dans l'eau, quoi. Hein, ça ne sert à rien, ça ne tiendra pas. Il faut aller renforcer. Donc là, ben, vous verrez ça avec les traumas complexes. Comment fait-on pour installer ça? Mais si vous utilisez déjà ça, vous allez déjà débloquer beaucoup. Même si vous ne savez pas encore travailler sur les traumas complexes. D'accord? Ça va? Oui, Conchita. Mais il n'y en a pas plus, justement, des traumas complexes que des traumas simples? Non, il y en a plus ici. Parce que c'est pas pour rien que vous avez envie de devenir thérapeute. C'est ça la réalité. Et c'est vrai, hein, je ne plaisante pas. Il y a forcément des choses qui ont fait que vous avez envie. Je connais très peu de personnes qui ont une vie réellement sans jamais le moindre souci. Il y a des gens qui pensent qu'il n'y a jamais eu de souci, mais il y a quand même des choses, il y a quand même des fragilités. Mais donc il y a quand même plus de traumas complexes même pour tout le monde, même ceux qui travaillent pas. Ce serait quoi alors un trauma simple? Parce que moi je sais pas c'est quoi. Vous avez vu ça, trauma simple quand même? Un accident par exemple, ça c'est un trauma simple, mais quoi Ça dépend. Ça dépend dans quel contexte. Alors, très succinctement, vous verrez ça avec les traumas simples. Vous avez déjà eu cours de trauma simple quand même, non? Vous n'avez pas encore eu? Oui, hein? Vous avez eu ça. Donc, normalement, relis ton syllabus. Mais je veux bien... Relis donc ton syllabus, mais je veux bien expliquer. Mais on n'a pas eu. Vous n'avez pas eu? Pas encore? Et vous avez ou vous n'avez pas eu? Ok. Donc, vous allez avoir un cours sur les traumas simples, vous allez avoir un cours sur les traumas complexes. Je ne sais pas si c'est cette année ou l'année prochaine, j'en sais rien, je ne connais pas ça par cœur. Mais donc, trauma simple, c'est par exemple effectivement un événement unique. Tu as eu un accident unique, hein, tu as eu très chaud, ça peut créer un stress post-traumatique. Donc, si au-delà d'un mois, hein, donc tu observes qu'il y a des changements comportementaux, du style l'hypervigilance, trouble du sommeil, de l'évitement, des choses où tu vas éviter de faire certaines choses pour justement ne pas être confronté à ce qui t'a fait peur. Exemple, j'ose plus prendre l'autoroute parce que c'est sur l'autoroute que j'ai eu mon accident. Et normalement, au bout d'un mois, ça devient ce qu'on appelle un stress post-traumatique et c'est normalement lié justement à cet accident que tu as eu. Mais si cet accident n'est qu'un autre élément, c'est-à-dire que tu avais déjà eu d'autres épisodes dans ta vie où ta confiance, la maîtrise, la sécurité avaient été mises en danger parce que tu avais été agressé, parce que tes parents n'étaient pas fort présents,
parce que tu n'as pas été nourri effectivement, émotionnellement, parce que tu as peut-être croisé un pervers narcissique dans ta vie, etc. Donc tu peux avoir une accumulation de problèmes qui font que tu es ce qu'on appelle un trauma complexe. À savoir qu'il y a plusieurs types d'événements, soit le même type d'événement qui s'est reproduit pendant des années, exemple tu as été maltraité pendant des années, 5, 6, 10 ans, okay, ça peut créer un trauma complexe parce qu'il y a plein de racines évidemment différentes à cause du temps. Le trauma complexe, ça va, je vois bien c'est quoi, mais c'est le trauma simple. Eh ben, je viens de l'expliquer. Ok, donc c'est un accident, ça j'avais déjà eu l'idée, mais qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre? Eh ben, c'est la même chose. Tu peux tomber sur quelqu'un qui t'agresse en rue. J'ai vu ça par exemple sur YouTube il y a un an. Il y avait une femme qui sortait du métro et un gars qui rentre, qui lui colle un pain dans la figure, le type prend dans la rame. Donc la nana se retrouve à moitié assommée, le nez en sang, elle n'avait rien dit, rien fait. Ben, ça peut créer un stress post-traumatique. Donc c'est un trauma simple parce que après évidemment elle a un trou de reprendre le métro parce qu'elle ne sait pas si elle va se faire taper dessus ou pas. Il n'y avait pas d'explication, il n'y avait rien. Hein, le gars, elle descend, le mec rentre, PAM! Le type prend la rame, etc. C'est un trauma simple. Parce que dans son histoire, il n'y avait pas eu d'autres histoires d'agression, par exemple. Oui. Enfin, si, en l'occurrence, je sais qu'on le sait, mais bon, bref. Parce qu'elle est interviewée, donc c'est un truc qu'on voit. Mais voilà, mais ça c'est un trauma simple, c'est un événement, etc. Un prof qui t'engueule comme du pu, en disant bah, vous comprenez rien, tu prends une scène comme ça, tu n'avais rien fait. Le prof d'habitude est plutôt sympa et gentil, il ne t'a plus jamais engueulé, il n'y a aucun autre prof qui t'a engueulé, ça peut créer un trauma parce que la personne peut être complètement figée, bloquée, ça peut installer une croyance. Donc, c'est un trauma simple. C'est un trauma simple parce qu'il y a un épisode unique qui ne vient pas s'inscrire dans une histoire de vie qui est déjà complexe parce qu'il y avait des tas de trucs, blablabla. Voilà. Tu dis une période d'1 mois, mais il peut y avoir des stress post-traumatiques qui ont des conséquences très dures dans la vie et il faut beaucoup moins qu'1 mois pour se rendre compte que c'est là aussi. Mais donc on parle de stress post-traumatique à partir d'1 mois. Avant, on parle d'un trauma, okay. Mais après 1 mois, on parle de stress post-traumatique. Donc, alors, certains auteurs ne sont pas d'accord sur la durée. Hein. Certains vont dire que c'est au bout de 6 mois, certains vont dire que c'est au bout déjà de... Mais bon, la moyenne, en général, c'est 1 mois. D'accord ? Mais donc, il y a forcément déjà un trauma pour qu'il y ait post-traumatique. Et avec RIMAP, on peut déjà travailler bien sur sûr, trauma, bien sûr, bien sûr. Donc, je donnais cours ici, je ne sais plus à quelle classe, j'ai eu comme ça une personne qui s'était fait agresser, donc on va dire le jeudi, je reçois un mail d'une personne que je ne connais ni des lèvres ni des dents, qui me dit voilà, ma femme dont je suis séparé mais depuis peu, ça se passait pas trop bien, la séparation, vient de se faire attaquer en rue, voilà. Et le type écrit comme si on se connaît. Je ne le connaissais pas, je dis bon, donc je prends en urgence son épouse, je dis ok, enfin son ex-épouse. Et donc je la reçois ici en face avant de donner cours ici. Elle arrive, la personne s'est fait agresser. Donc il y a eu un carjacking, donc on a piqué son sac, elle s'est fait taper dessus quand elle était dans la voiture, c'était 2, etc. Donc elle était vraiment bien touchée. On a travaillé exactement une demi-heure en RIMAP. Le truc qui est remonté assez vite, c'est que il y avait eu des maltraitances préalables, donc on est à la fois sur un événement simple parce que c'est un événement unique, mais il y avait une maltraitance préalable, etc. Donc on est normalement sur des trucs plus complexes. Mais l'événement en tant que tel, comme il était très frais, on l'a descendu en 5 minutes. C'était fini. On pouvait repenser à la scène, il n'y a plus de réaction physique, alors que quand elle est arrivée, elle se tenait vraiment comme quelqu'un qui a été battu, quoi. On voyait vraiment. La personne faisait des sports assez athlétiques, hein, donc je ne vais pas vous dire quel sport, mais enfin, vous imaginez style rugby, football, arts martiaux, donc ce n'était pas quelqu'un qui était fragile de prime abord dans son mental. Et donc dans les recadrages, c'est des trucs que j'ai utilisés. Hein, donc par exemple, même si j'ai vraiment peur de reprendre ma voiture et de me refaire agresser en rue, je m'aime et je m'accepte. Et c'est vraiment normal, c'est naturel que j'ai cette peur, parce que je ne m'y attendais pas du tout. Mais d'un autre côté, ici et maintenant, dans cette pièce, je suis en sécurité. Mon thérapeute ne va pas me sauter dessus, même si je ne le connais que depuis 10 minutes. Un élément vrai, qui crée aussi du lien en l'occurrence. Et je m'ouvre juste à la possibilité que je puisse simplement vivre les choses différemment, parce que dans tous mes entraînements, j'en ai déjà ramassé 10 fois pire sur la gueule que ce que j'ai reçu ici il
il y a 2 jours. Et c'était aussi un élément vrai. La personne s'est complètement dégonflée, a commencé à rigoler, a dit « Oui, c'est vrai. En général, quand je sors du terrain, je suis dans un état vachement plus amoché. » Et donc, on a fait quelques recadrages comme ça quand les émotions montaient, et c'était fini. Donc, en une demi-heure, on avait terminé, et en plus, on avait installé une ressource par rapport à l'événement du passé. Donc, ça peut aller très, très vite. Mais si on avait attendu, ça aurait pu s'installer en stress post-traumatique et déclencher toute une série de... Là, vraiment, l'évitement, etc. Donc, voilà. Et donc, quand tu reçois un patient comme ça, tu ne sais jamais à l'avance si ça va être un trauma complexe. C'est à ça que ça sert l'anamnèse. Savoir où vous mettez les pieds avant de faire tout exploser ou de bien travailler. Donc l'anamnèse est hyper importante. Poser les bonnes questions, vérifier l'histoire de vie de la personne. Souvenez-vous aussi que quelquefois les personnes ne sont pas en état de se souvenir. Il y a le déni aussi comme mécanisme de défense. Je vous ai déjà parlé, je crois, de ce cas, mais j'ai une personne, c'est un jour dans mon cabinet, qui insistait pour travailler sur une phobie de l'avion. Et donc, en général, j'installais à l'époque, je faisais encore beaucoup de MDR et d'hypnose, donc j'installais toujours un lieu de sécurité, je ne connaissais pas encore RIMAP. Et la personne insistait, dans son histoire de vie, il n'y avait rien, vraiment rien. Et bon, les phobies de l'avion, j'en ai traité, je ne compte pas le nombre de cas, donc je me dis, bon, il me reste une demi-heure, normalement, ça doit sauter, quoi, ça doit aller tout seul. Donc, je n'installe pas le lieu de sécurité, grosse erreur, et je commence à travailler. Ni une ni deux, je suis en train de faire, je crois que c'était de l'EMDR, je commence en train de faire le MDR, et moins d'1 minute plus tard, la personne se redresse, à sa tête, mais vraiment comme ça, collée à la mienne, commence à parler très vite comme une petite fille. Oui, je leur ai pourtant dit qu'il fallait pas. J'étais dans l'exorciste, vraiment. Hein. Donc je peux dire que je dis, bon, Yves, maintenant t'es pas dans la merde, t'as pas de lieu de sécurité, tu connais pas son histoire visiblement parce qu'il se passe quelque chose mais tu sais pas quoi. Donc j'ai stimulé plus lentement, j'ai calmé, j'ai parlé, j'ai ramené, enfin j'ai fait ce qu'on fait quand la personne est en train de partir en décompensation. Et donc j'ai récupéré la personne, il m'a fallu 1h30. Et puis j'ai déstabilisé, j'ai fait tout ce que je devais, et puis je dis, bon, qu'est-ce qui s'est passé là? Et après, donc quand j'ai pu reparler avec la personne, ce qui était remonté, c'est que cette personne, quand je lui avais demandé est-ce que vous avez des enfants, elle m'a dit non. Mais elle a oublié de me dire qu'elle avait perdu un enfant à l'âge de 13 mois qui était mort à l'hôpital, alors que les médecins lui avaient dit que tout se passerait bien. Et donc évidemment, c'est pour ça qu'elle avait la phobie de l'avion, puisque je n'ai pas le contrôle. Comme à l'hôpital, je n'ai pas le contrôle. Donc évidemment, ping-pong. Alors bon, c'est des cas comme ça, quelquefois ça arrivera, vous ne pouvez pas le prévoir, c'était imprévisible, puisque j'ai posé des questions, donc elle me répond. Elle était vraiment dans le déni. Alors ce qui est assez fun, c'est que j'ai recroisé cette personne plusieurs années plus tard, et on a reparlé notamment de ça, elle a complètement zappé la session. Donc elle a tout à fait de nouveau refait un déni. Bon, elle a travaillé sur le fond, donc le problème de fond est traité, mais l'épisode en tant que tel a été complètement aussi effacé de la mémoire. Donc elle n'était plus là. Vraiment, elle était repartie dans un déclenchement. Mais avec RIMAP, normalement, vous n'êtes plus obligé d'installer un espace de sécurité, même si dans certains cas c'est recommandé. Mais les points RIMAP vous permettent en tout cas de récupérer et de gérer les choses très vite. Dans les 4 premiers, logiquement 4 minutes, vous ramenez quelqu'un. D'accord? Bien. That's enough for the questions. On va faire la démo. Alors, qui veut faire le petit cobaye? Pas tous à la fois, hein. Je veux bien, Mais c'est le sujet, quoi. Faut que ce soit tout on verra. Je vais d'abord manger le micro, parce que sinon ça ne va pas le faire. Je vais me mettre là, parce que pas que j'ai mes petites habitudes, mais c'est que ça. En réalité, il y a une raison tout à fait précise. Je suis comme un vieux combattant. Donc j'ai des vieilles blessures de guerre. Ça soigne. Oui, mais là en l'occurrence c'est assez compliqué. Donc voilà, la vertèbre est très mal mise. Qui est le patient? C'est moi. Le piège.
Ok, est-ce que Non, la c'est distance est moi. ok pour toi? Ça va? D'accord. Alors, moi, j'ai une intolérance au gluten hein, qui me bouffe un peu la vie. Mais ça c'est un fait. Mais ce qui devient plus marquant, c'est mon appréhension que ça arrive. Voilà, ça se déclenche par une petite migraine qui commence le matin, puis après j'en ai pour 24 heures ou 48 heures. Et je m'aperçois que maintenant j'appréhende. Avant, voilà, elle arrivait, je gère. Mais là maintenant j'appréhende qu'elle arrive cette migraine. Et du coup j'ai l'impression que je me la déclenche plus souvent. Voilà. ok. Bon, c'est pas l'exemple le plus simple pour faire une démo en RIMAP parce que c'est sur les allergies. Par exemple, Steve dirait on travaille pas ça en RIMAP. D'accord. Alors, Si c'est moi, possible, moi c'est c'est pas possible. non, moi c'est pas un problème, je l'ai déjà fait. Donc, mais on n'est pas sur quelque chose de simple, donc c'est pas très illustratif, sauf peut-être une partie. Alors on va chercher parce qu'ici par exemple c'est typiquement le cas où je demanderais à la personne de représenter cette allergie par un objet. Donc c'est typiquement ce type de séance là. On va faire ça, mais en sachant qu'il y a quand même quelques questions à poser avant. Quand est-ce que ça s'est déclenché la première fois? Alors c'est compliqué parce que j'ai pas fait le lien tout de suite. Hein. J'ai dû attendre, je pense, 7-8 ans avant de faire le lien entre les symptômes et l'allergie. Mais je pense que ça s'est déclenché quand le père de mes enfants, que j'avais quitté, est venu dans la région où j'étais arrivée. À peu près, hein, je pense que c'est 2003-2004. Ok. Et quand tu repenses à ça, maintenant, tu sens quelque chose? Eh bien non. Quand je pense à ça, je ne ressens pas spécialement quelque chose. Je pense que j'ai fait le lien avec cette cause, mais voilà, c'était pas du tout stressant pour moi qu'ils viennent. Consciemment? Ben oui. Ok, et si maintenant tu penses à l'idée que tu pourrais attraper cette migraine, etc., à cause du gluten, tu sens quelque chose? Ben oui, je sens ça chauffe là. Donc, ouais, ça chauffe juste maintenant. Ouais, c'est comme un feu, vraiment un feu très fort. Là. Comment il s'appelle ton ex-mari? Vincent. Vincent. Repense à Vincent. Ouais, ça peut être aussi la chaleur là. Ok. Et si tu repenses à Vincent, tu as une image précise, un moment précis? Peut-être les emmerdes qui reviennent. Je dis ça comme ça. Mais donc tu as une image précise qui est là? Une image précise. Un père qui n'assume pas ses enfants, peut-être. Bon, oui. Ouais, ça peut aller dans ce sens. Ok. Ok. Petite question supplémentaire. Est-ce que tu pourrais avoir un bénéfice secondaire à avoir ces crises de migraine, de gluten et tout ça? Alors là, non. Enfin, je ne vois pas. Hein. C'est tellement handicapant que non. Et par rapport aux enfants, il se passe rien de spécial quand tu as ces crises? Ils sont encore chez toi ou ils sont plus chez toi? J'en ai encore une à la maison, oui. Et qu'est-ce qui se passe quand tu déclenches? Qu'est-ce qui se passe quand je déclenche? Qu'est-ce qui se passe à la maison quand tu déclenches, si je veux être plus précis? À la maison quand je déclenche. À quel âge ta fille? Elle a 17 ans, mais c'est vrai que c'est peut-être le moment où, bon, elle est interne, hein, donc elle est plus trop souvent dans les moments où ça arrive. Mais bon, par exemple, hier, ça m'est tombé dessus et elle est à mes petits soins. Ok. Je dis ça, mais ça me... Voilà. Mais Ça me plaît pas trop de dire ça. En tout cas, ton visage a complètement changé. La couleur a changé, il est devenu tout vivant. Quand j'ai dit qu'elle était à mes petits soins. Voilà. En thérapie provocatrice, on suit là où va l'énergie. Donc normalement. D'accord. Mais je sens aussi que ça m'a. Ben oui. Ok. Bon, alors je vais faire une mini-synthèse. Essaie de rester juste avec ça si tu veux pour le moment. Je fais une mini-synthèse. Donc ici, est-ce que vous pensez que vous êtes sur un truc simple ou complexe? Yes. Bien vu les enfants.
Donc, je vais faire la démo, mais je vais évidemment pas faire une démo complète, parce que sinon on est parti pour un petit temps. Donc, je vais prendre un des aspects. D'accord? Normalement, il faudrait que j'aille chercher pourquoi ça l'active autant de façon bénéfique, entre guillemets, hein, qu'on puisse s'occuper d'elle et qu'on soit aux petits soins. Donc, évidemment, il faudrait que j'aille au départ rechercher des racines, ou en tout cas les qualités que je devrais installer pour vérifier qu'elle puisse peut-être faire attention à elle toute seule déjà. Normalement, je devrais commencer par ça. Alors, je ne vais pas trop aller là-dedans, parce que sinon on est parti pour une vraie anamnèse, qui voilà, que ce n'était pas l'objectif, et peut-être que tu n'as pas envie de le faire maintenant. Donc, je vais prendre un des aspects, mais donc je vais devoir un petit peu tricher. Je vais utiliser mon feeling pour trouver une cible sur laquelle on va travailler, mais donc vous devez savoir qu'ici, normalement, je devrais aller vérifier les ressources de la personne par rapport au fait qu'elle puisse s'occuper d'elle. Par exemple, sans mesurer. Voilà, hein, donc ça c'est ce que nous devrions faire. Okay? Mais comme je veux que vous retiriez quelque chose de cet exercice-ci, je vais faire un peu plus simple. Donc, on va utiliser le gluten et ce qui se cache derrière. Le fait que tu puisses lâcher prise, lâcher la pression, hein, diminuer le rythme. Attention à toi. Si tu pouvais représenter le gluten par un objet, qu'est-ce que ça pourrait être? Un objet ou un personnage? Comme tu veux. Je sais pas, moi c'est le père qui vient, quoi. Ah, Vincent alors? Ben, en l'occurrence, oui. Oh, bah oui. Allons-y, on va faire dans le simple. Allez, et c'est quoi? C'est une image de lui ou c'est une scène avec lui? Non, c'est une image. Ok. Est-ce que tu lui fais des dents Dracula, des trucs ici ou c'est... Ok, ça va. Est-ce que tu lui fais des yeux bigleux ou non? Non, un esprit un peu compliqué peut-être. Oh, voilà. D'accord. Ok. Si tu penses à cette image, avec le gluten, et les migraines, je peux pas lâcher prise, je dois assumer, parce que lui, il n'assume pas. J'ai pas le droit de lâcher, j'ai pas le droit de faire attention à moi.